les espions font souvent basculer l'histoire. Dans l'ombre depuis des siècles et partout sur la planète, certaines opérations ont défini le monde tel que nous le connaissons. Vous écoutez Nid d'espions, le podcast de l'Express consacré au renseignement. Je suis Charlotte Baris et tous les mercredis, avec Étienne Girard, le directeur adjoint de la rédaction, on ouvre un dossier secret défense dans lequel le rôle des espions a tout changé. Lorsque l'on pense à un espion, l'imaginaire issu des films, séries et romans nous dresse un certain portrait. Il y a les scènes de course-poursuite et de combat, comme dans Mission Impossible. Bonjour, Monsieur Hunt. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, consiste à retrouver un objet volé appelé la chimère. On pense aussi forcément au flegme et aux gadgets de James Bond. Cavalier blanc à Tour Blanche. J'ai fait évacuer le secteur. Demandez à l'amiral où il veut que ces bombes soient livrées. Survient aussi la maladresse du plus français des agents secrets, OSS 117. Vous voyez l'automobile derrière moi ? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien ? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Ou, plus sérieusement, les missions clés pour la diplomatie réalisées par les membres du Bureau des légendes. 2 hommes au comptoir derrière vous. Costard bleu ? Non, un peu plus à gauche. Un grand en veste, chemise rose, et un type en blouson de jean, 30 ans à peu près. Parfait. Je voudrais leur nom, prénom, profession, numéro de portable. Je vous donne un quart d'heure. Et puis, il y a la réalité du métier d'espion qui se trouve certainement quelque part au milieu de tout cela. Une réalité qui a été celle de Vincent Crouzet durant plus de 20 ans et qu'il raconte à Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction de l'Express et spécialiste des questions de renseignement. Il est rare de pouvoir échanger directement avec un espion et c'est la chance qu'on a aujourd'hui pour la première fois dans Nid d'espions. Je reçois Vincent Crouzet, ex-agent de la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs, donc les renseignements français, auteur du livre « Le jour où je suis devenu espion » aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Vincent Crouzet et merci d'être avec nous. Bonjour Étienne. Votre livre nous emmène de la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000, sur une période de près de 20 ans, période pendant laquelle vous intégrez et vous débutez votre carrière, si on peut appeler ça comme ça, d'espion. Et vous dites, c'est d'ailleurs presque surprenant pour le lecteur, dès les premières pages, que pour vous, il s'agit, moi je m'attendais à ce que vous nous racontiez votre amour de la nation française, non, vous nous dites qu'il s'agit d'un jeu. Pourquoi ? Oui, je l'ai vraiment pris comme un jeu parce que j'ai découvert le renseignement jeune adolescent, à travers la fiction, à travers donc l'imaginaire fictionnel que l'on a des services de renseignement, par lequel on commence tous à connaître les services de renseignement. On a tous vu un film de James Bond, OSS 117, etc. Donc pour moi, c'était un univers quasi fictionnel. Et j'ai essayé tout au long de ces années, finalement, de conserver l'aspect ludique et plaisir que pouvait m'apporter un service de renseignement, quand bien même je savais que je remplissais des tâches importantes pour ma nation. Bon, je n'étais qu'un pion sur l'échiquier, mais néanmoins, à ma place, à ma petite place, j'accomplissais des choses importantes. Mais j'ai toujours pris ça avec beaucoup de détachement, de distanciation, de manière à pouvoir tenir déjà dans des moments qui n'étaient pas évidents, dans des moments qui étaient relativement difficiles, dans des environnements hostiles, et à tenir le coup, tout simplement. Voilà, j'ai toujours pris ça avec, comme un jeu. Mais d'ailleurs, on parle du grand jeu dans le monde de l'espionnage. Donc j'étais dans ce grand jeu. Sur cet aspect du jeu, vous racontez par exemple une scène dans un restaurant où vous devez récupérer des informations par tous les moyens possibles sur votre voisine de table, sur quelqu'un qui est dans ce restaurant. C'est un test de la DGSE. On se croirait dans une scène du Bureau des légendes. Concrètement, comment devient-on espion ? Est-ce que ce qu'on voit dans les films est vrai ?
Ouais, c'est un exercice très classique de devoir en quelques minutes s'asseoir à côté de quelqu'un dans un bistrot, un resto, et essayer d'avoir le maximum d'informations sur lui ou sur elle. Il y a un film qui est remarquable qui s'appelle Spy Game avec Brad Pitt et Redford. Redford est le maître espion qui forme son agent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un maître espion qui était un très bon recruteur et formateur et qui m'a appris un petit peu toutes les astuces et surtout le bon sens qui permet d'être vraiment caméléon. Alors, il faut que vous nous racontiez votre recrutement à la DGSE. Il y a quelque chose quand même de saisissant, c'est que vous passez de la politique à l'espionnage. Comment ça se fait ? Oui, je suis militant dans un mouvement de jeunes libéraux et européens, qui est le mouvement des jeunes giscardiens, donc qui était le mouvement de jeunes supporters de Valéry Giscard d'Estaing. Et à ce titre, j'avais des relations privilégiées avec des mouvements de jeunes anticommunistes. C'était la fin de la guerre froide. Le monde était bipolaire. Et donc, j'avais ces correspondants-là, j'avais déjà un peu voyagé, donc j'avais une capacité d'adaptation qui était déjà bonne. Et pendant mon service national, l'adjudant-chef de la sécurité militaire, de la base aérienne sur laquelle je servais, a remarqué peut-être certaines capacités qui pouvaient me permettre d'intégrer assez rapidement et surtout de rendre des services déjà assez rapidement au service de renseignement extérieur de mon pays. Donc, on vous fait venir dans un restaurant et on vous fait cette offre, vous savez tout de suite que vous allez dire oui ou vous hésitez ? Alors d'abord, je ne sais pas du tout vers quoi je vais. On me donne rendez-vous dans un bistrot qui s'appelle l'Idéal, nom de bistrot qui n'est pas choisi à mon avis au hasard par l'officier supérieur recruteur, qui me donne rendez-vous là, et moi je ne sais pas du tout ce qu'il en est. J'ai rendez-vous avec un grand type un peu sec et un peu impressionnant. Et tout de suite, je prends le parti, non pas d'en rire, mais je prends le parti de ne pas prendre ça trop au sérieux. Pourquoi ? Parce que je pense que j'aurais été impressionné. Donc, dès le départ, je me suis mis dans un mode Vincent, surtout, ne sois pas saisi par l'enjeu, par l'émotion, etc. Et du coup, je lui ai non pas tenu tête, mais je lui ai montré que j'étais capable de réagir parce qu'il m'a testé tout de suite pendant l'heure et demie ou les 2 heures que nous avons passées ensemble autour d'un café. Et il a vu que j'étais capable de conduire ou du moins d'être très naturel à l'occasion d'un entretien qui n'était pas facile, qui n'était pas commode. Alors, dans cette aventure pas commode et assez surprenante, il y a quelque chose d'encore plus surprenant, c'est que vous n'intégrez pas un service classique, s'il en existe, de la DGSE, mais un service ultra secret dans ce monde déjà secret. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce fameux service clandestin que vous allez intégrer ? Alors, le service clandestin porte bien son nom parce que, à l'époque, il n'apparaît pas dans l'organigramme de la DGSE. C'est un service qui n'existe pas. Est-ce que c'est le bureau des légendes ? Ce n'est pas vraiment le bureau des légendes, parce que le bureau des légendes compose des légendes, ou du moins dans la série compose des légendes des agents qui sont projetés en opération ou en mission. Le service clandestin, c'est autre chose parce que les agents qui étaient recrutés, comme moi, n'avaient aucun lien formel, structuré avec le service. Rien ne pouvait nous lier en quoi que ce soit à la DGSE. Nous étions totalement hors cadre. Nos officiers traitants n'existaient pas non plus. Donc voilà le pourquoi du nom du service clandestin. Quand vous êtes recruté, combien de personnes connaissent votre appartenance à la DGSE au sein du service ? 2, pas plus. Donc le directeur et votre chef direct ? Mon officier traitant et le chef du service clandestin. Le directeur de la DGSE, Non. C'est ça ? Il me connaît sous mon pseudo, ou sous le pseudo qu'on veut bien me donner au sein du service. Il ne connaît pas votre identité réelle ? Non. Alors, il peut la connaître s'il la demande, mais il n'en a pas nécessairement le besoin. Il fait confiance à son chef de service. Vous expliquez que rien ne vous rattache à la DGSE. Est-ce que ça veut dire que durant toutes ces années, jamais vous ne vous rendez au siège de la DGSE boulevard Mortier ou au sein du service Action qui est au Fort de Noisy, Au Fort de Noisy, jamais. Je reste toujours hors emprise. C'est l'une des règles, qui est une règle un peu frustrante. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne me rends dans une emprise, à aucun moment, je n'ai un lien, y compris un lien financier d'ailleurs, avec le service. Rien ne me rattache au service. Durant toutes ces années, vous n'êtes pas payé par la DGSE ? Je ne suis pas payé officiellement par la DGSE. Ça veut dire quoi officiellement ? Je ne peux pas rentrer dans les recettes de cuisine, de basse cuisine. Mais non. À partir du moment où on a décidé qu'un service fonctionnait de manière totalement
autonome et opaque, hein, et lui permettant d'ailleurs pendant des années d'avoir des résultats épatants, formidables sur le terrain, et certainement d'être l'un des meilleurs capteurs de la DGSE en matière de recueil de renseignements sur zone de crise. Ça a fonctionné comme ça et ça a très bien fonctionné pendant des années. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, hein. Je ne sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui. Ce service clandestin qu'on a appelé à une époque, alors je crois que c'est la même chose, le service mission. C'est structuré tel quel, au milieu des années 90, sous le nom service mission. Ouais. Et vous étiez combien d'agents comme vous vous l'avez su, ça ? Je pense que nous étions une quarantaine à courir le monde à ce moment-là, ouais, sous des couvertures diverses. Oui, nous devions être à peu près une quarantaine pour 7 à 8 officiers traitants à peu près. Et comment on vous forme si vous n'avez pas le droit d'entrer dans une emprise de la DGSE ? Tout se fait dans la rue, c'est ça ? Tout se fait dans la rue, les contacts se font dans des bistrots, dans des hôtels, les réunions de travail se font dans ce qu'on appelle, dans le jargon métier, des appartements conspiratifs. Donc qui appartiennent à la DGSE ou à des amis, des personnes de confiance. Qui sont des appartements qui sont dépollués, c'est-à-dire qui sont sur le plan sonore, qui nous permettent d'échanger, de travailler éventuellement d'ailleurs en groupe, hein, en toute confidentialité. Y compris, alors ça c'est important pour l'échange de matériel, pour récupérer un ordinateur bénéficiant d'un logiciel de cryptement ou de décryptement, se former à certaines technologies, etc., notamment pour transmission. Et comment on apprend, par exemple, à déjouer une filature ? Alors, il faut avoir la chance d'avoir un formateur formidable, c'est ce qui a été mon cas, qui connaît un petit peu tous les trucs et les astuces du métier. C'est souvent beaucoup de bon sens, une bonne compréhension de son environnement, une très bonne connaissance de la géographie d'une ville, y compris d'une capitale européenne, étrangère, de manière à pouvoir évoluer, progresser en toute sécurité, parfois changer sa silhouette, ce qu'on appelle se désilhouetter dans le métier, de manière très simple, hein, enfiler un bonnet, une casquette, avoir un blouson double face, énormément de choses qui sont extrêmement faciles, se raser quand on est barbu éventuellement, voilà. On parle souvent de l'aspect physique d'agent secret. Il y a, me semble-t-il, aussi une dimension de connaissance. Il faut savoir un certain nombre de choses avant d'aller sur le terrain. Est-ce que vous avez eu une formation en géopolitique, sur les pays dans lesquels vous étiez missionné avant d'aller sur le terrain ? Alors j'avais déjà une bonne connaissance et une très bonne appréhension des pays déjà dans lesquels j'allais évoluer et opérer. Et après, oui, on peut bénéficier de conseils d'agents qui travaillent déjà dans ces pays et qui peuvent donner un bon background mais souvent, c'est sur des conseils de bon sens ou des conseils très précis quand on voyage à tel endroit, savoir dans quel hôtel descendre et dans cet hôtel, savoir à qui s'adresser, à quel concierge s'adresser, le prénom du barman, des choses très très précises qui permettent en fait de fluidifier un déplacement et une arrivée dans un endroit qu'on ne connaît pas nécessairement. Par exemple, dans une ville qui est étrangère, tout de suite trouver le bistrot où des gens qui comptent s'y trouvent, trouver immédiatement le serveur qui, avec un bon pourboire, va devenir votre meilleur ami et va pouvoir vous aider et à recueillir du renseignement et peut-être à être un peu plus en sécurité dans cet endroit-là. Donc je résume, Vincent Crouzet, la DGSE vous repère, ils se disent Crouzet, ce jeune a du potentiel, ils vous contactent, ils arrivent à vous convaincre de devenir agent de la DGSE, ils vous forment et ils vous envoient sur le terrain, surtout, ce sera là où vous allez passer la plus grande partie de vos missions, en Afrique australe. Alors, nous, ça nous surprend, Français, on se dit, Afrique australe ? Ah bon, mais on fait de l'espionnage là-bas. C'est vrai que c'est pas une zone dans laquelle on penserait que la France a énormément d'intérêt. Alors pourquoi là-bas ? Donc dans toute la zone, l'Angola surtout, mais aussi l'Afrique du Sud. Alors double enjeu. Cette partie-là de l'Afrique. Double enjeu. D'abord l'Afrique du Sud, c'était la jeune Afrique du Sud, la jeune nouvelle Afrique du Sud. Donc au moment du changement de régime, et ensuite après la fin de l'apartheid. Donc c'était une Afrique du Sud qui était en plein bouleversement, qui avait besoin d'être
stabilisé. Donc nous, on avait besoin d'avoir énormément de capteurs, puisqu'on voulait maintenir justement une situation, et notamment la situation des premières années Mandela, parce qu'une Afrique du Sud déstabilisée signifiait la déstabilisation de l'ensemble du continent africain. Donc pour nous, il était très important, pour la France, il était très important de contribuer à cimenter la paix civile en Afrique du Sud. Et puis ensuite, dans le glacis sud-africain, il y avait des pays dans lesquels la guerre froide se poursuivait entre forces collectivistes, marxistes, communistes, entre régimes communistes et puis forces rebelles. Et nous étions en partie du côté de ces forces rebelles auxquelles nous apportions un soutien clandestin très efficient. D'où le travail, d'ailleurs, ça c'était le travail du service mission auprès de ces groupes rebelles. Donc on avait une double mission, apporter de la logistique à ces gens-là, et puis, en étant leurs compagnons de route, justement, recueillir du renseignement, puisqu'on était très proche d'eux. Et pourquoi l'Angola, spécifiquement? Parce que nous étions les premiers producteurs de pétrole en Angola, avec Alpha Aquitaine, et nous avions besoin d'avoir les deux fers au feu. Donc, avoir des relations d'État à État, ça c'est le travail du ministère des Affaires étrangères, avec le gouvernement angolais, qui est un gouvernement marxiste, et de l'autre côté, aider les guérillas en cas de prise du pouvoir par ce mouvement rebelle. Et informer également le gouvernement en place que nous aidions les rebelles et que nous pouvions appuyer sur l'accélérateur si nous n'avions pas les concessions pétrolières que nous souhaitions. Et alors là, Vincent Crouzet, vous avez une légende, je vous ai lu, on est surpris d'ailleurs, celle de vendeur de barbelés. C'est ça? Alors ça, c'est en Afrique du Sud. Ouais, j'avais besoin de travailler avec les trafiquants d'armes en Afrique du Sud. Et donc, il fallait que j'ai une occupation légitime à leurs yeux. Et je leur vendais du barbelé. J'avais un catalogue, c'était horrible, avec 200 références de barbelés. Et en Angola, vous vous présentez comment à vos interlocuteurs? Bon, en Angola, très rapidement, il va de soi pour mes interlocuteurs que je travaille pour le service. Et après, auprès d'eux, j'ai plusieurs fonctions, mais j'ai fait énormément de choses pour eux, et notamment une opération de contrebande de café qui nous permettait de leur donner les moyens de s'oxygéner économiquement pour contrôler un territoire au nord de l'Angola. Donc j'ai eu l'idée, après une reconnaissance dans le nord du pays, en voyant que les paysans continuaient à produire le café, ou du moins à tailler les caféiers, qu'on pouvait lancer une belle opération de production café et d'exportation clandestine de ce café, afin de donner des moyens supplémentaires à la guérilla pour gérer les régions qu'elle contrôlait. Ce qui était une belle réussite, on peut le dire, du renseignement français. Oui, c'était une très très belle opération que j'ai en très grande partie portée. J'étais physiquement sur place et je m'occupais de tous les détails matériels. Et dans ces cas-là, quand on réussit une belle opération, tout en étant dans ce service clandestin, service mission, vous avez des félicitations non, jusqu'au pas vraiment. plus haut niveau ou pas? Non, pas vraiment. Non, en fait, mais en fait, on n'attend pas de félicitations. C'est une très bonne question, Étienne, parce que finalement, quand j'y pense, non, on prend pas de coups de pied aux fesses non plus, mais on n'est pas nécessairement porté au nu ou félicité. Non, c'est normal. Bon, là, ceci dit, sur cette opération, je pense que j'ai fait un truc assez incroyable. Et vos interlocuteurs vous appellent Victor. Donc on en déduit que c'est votre nom de couverture. C'est-à-dire que c'est la DGSE qui vous fabrique la DGSE fabrique pour ses agents, effectivement, des identités fictives qui permettent à ces agents de voyager facilement. Aujourd'hui, malheureusement, avec les techniques de surveillance globale, de reconnaissance faciale, avec la biométrie, etc., ça devient de plus en plus difficile. Parce que maintenant, tous les aéroports du monde, ou presque, sont équipés d'équipements biométriques, etc. Et comme on ne peut pas changer non plus, comme dans Mission Impossible, son visage avec un masque, c'est un peu compliqué. Parce que même si on utilise une identité fictive une fois, deux fois, etc., après, néanmoins, le visage, les yeux, les traits du visage, correspondent à une personne. Donc on ne peut pas en changer 1000 fois. Il y a une autre légende qui a marché, vous nous le racontez, et qui marcherait probablement plus aujourd'hui. Dans un pays africain, on vous arrête et vous expliquez que vous êtes là pour superviser des matchs de football parce que vous êtes agent de Lilian Thuram, c'est ça? Thuram. Comment ça se passe? Ce serait effectivement, vous avez raison Étienne, en 3 clics je serais démasqué.
en 3 clics. Mais comment vous avez eu l'idée de ça ? J'ai eu l'idée parce que j'étais la veille au soir dans le pays frontalier qui était la Zambie, et dans le Times of Zambia, donc le grand quotidien zambien, j'avais vu que malgré le conflit civil, il y avait un tournoi junior qui se déroulait à Lubumbashi, donc la capitale du Katanga, qui est une des grandes provinces de la République démocratique du Congo. Et donc, quand je me suis fait attraper au poste frontière, il m'est venu l'idée, j'ai pas de couverture, j'ai dû partir assez vite depuis l'Afrique du Sud là-bas pour un contact à Lubumbashi, et j'ai dû imaginer quelque chose m'improviser un rôle, et je me suis dit, un truc qui va marcher, ça va être le football. Et effectivement, en Afrique, le football, et on était en août 98, donc quelques semaines après que nous ayons gagné la Coupe du Monde, et je m'en suis tiré grâce à ça. Alors, il faut peut-être raconter ce qui se passe quelques heures avant. Vous êtes tout nu dans un container. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon chauffeur m'a promis qu'il n'y avait pas de checkpoint entre le poste frontière et les 60 km jusqu'à la capitale provinciale. Donc on est entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Et effectivement, au bout de 5 km, on tombe sur un checkpoint. Pourtant, j'avais bien backchiché le douanier pour passer tranquillement, et on est arrivé très tôt. C'était un point de passage frontière très dense avec énormément de camions. Et là, derrière, il y a un pick-up qui s'arrêtait derrière nous avec des gens qui disent vous êtes rentrés illégalement en République démocratique du Congo, veuillez nous suivre. Et je me retrouve dans ce conteneur tout nu. Et la magie un petit peu africaine, c'est que quand vous avez un blanc tout nu comme ça dans un conteneur en Afrique, vous avez tout le village qui passe pour voir le blanc. Et j'avais les 100 gamins du village qui venaient me voir. Ah oui, d'accord. Qui étaient assis en demi-cercle devant et qui regardaient le blanc tout nu dans son conteneur. Et finalement, ça a eu un effet très bénéfique sur moi parce que ça m'a énormément décontracté. Ça m'a fait rire plus qu'autre chose. Et finalement, c'était un moment sympa plus qu'un moment stressant. Mais vous voulez dire que vous n'avez pas eu peur que ça se finisse mal à ce moment-là ? Non, quand ça se finit mal en Afrique, moi ça m'est arrivé une fois, c'est quand il n'y a pas d'autorité. Là, il y avait une autorité, il y avait des gens qui étaient d'un service de sécurité, le service de sécurité du pays en question, là, de la RDC, donc l'Agence nationale du renseignement. Donc je me dis, il ne peut pas m'arriver grand-chose, au pire, ils vont me choper, je vais être récupéré, parce que un service de renseignement ne laisse pas ses agents où qu'ils soient. Donc je risque de passer peut-être quelques jours, quelques semaines dans des conditions pas faciles, mais ce sera une expérience comme une autre. Non, j'étais pas en état de stress. Et est-ce que vous avez eu peur de mourir à un moment ? Non, j'ai jamais eu peur. Non, j'ai jamais. Si, j'ai eu peur une fois dans un avion. Enfin, j'ai pas eu peur, mais j'ai senti dans un avion, puisque j'ai pris tous les avions les plus épouvantables sur le continent africain. Oui, j'ai eu un problème d'orage tropical, équatorial plutôt terrible. Et là, j'ai bien pensé que ce serait la fin. Mais non, j'ai jamais vraiment eu peur, mais parce que par témérité, par manque de lucidité, ou je sais pas. En tout cas, non, j'ai jamais vraiment eu peur, non. Le sentiment de peur, non. Les sentiments d'agacement, en raison de contraintes, de temps d'attente, parce qu'on attend beaucoup en Afrique, etc. Oui, mais pas de peur, non. Dans vos missions, vous utilisez des chauffeurs, des pilotes d'avion, vous avez des partenaires. Comment sait-on sur le terrain à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance ? Bon, d'abord, on fait à demi-confiance, puisqu'on ne se présente pas nécessairement sous sa véritable identité. Et les gens ne savent pas exactement ce que l'on fait et à qui l'on est connecté. Ça, c'est une première chose. Donc on peut plus facilement leur faire confiance. Et puis ensuite, il faut avoir un peu du flair. Moi, j'ai jamais été trompé par les gens avec lesquels je travaillais. Puis on essaye, par sa personnalité, d'être attachant, de devenir un ami, un copain, de connaître leurs besoins, leurs envies. Voilà, c'est ce qui est très très intéressant dans le monde du renseignement, c'est qu'on explore les âmes, et voilà, il faut avoir cette capacité à pouvoir être bien avec tout le monde. Moi, je sors d'un milieu de la bourgeoisie moyenne de province, et je me suis retrouvé projeté auprès de criminels de guerre, de marchands d'armes, etc. Et par exemple, avec les marchands d'armes, je dois vivre comme eux, donc de manière très interlope. Je vis la nuit avec eux, je vais en boîte avec eux, voilà, donc il faut être capable de compartimenter son esprit, d'être en schizophrénie organisée,
et de pouvoir tirer le meilleur des gens avec lesquels on travaille et auprès desquels on doit récupérer des informations, parce que c'est le but de l'espionnage. Nicolas Lerner, l'actuel directeur général de la sécurité extérieure, a pour mission, par exemple, de recentrer la DGSE sur ce qu'on appelle l'espionnage brut, donc aller chercher l'information là où elle n'existe pas, où on ne la trouve pas, dans l'open sourcing ou dans le... C'est ça l'espionnage, c'est d'aller chercher des informations auprès de personnalités qui ne la donnent pas, qui ne s'expriment pas. Et ces personnalités, est-ce qu'on peut dire que vous les manipulez ? Comment vous vivez les choses ? Oui, mais la manipulation dans le monde du renseignement n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de technique. Quand on manipule quelqu'un, c'est afin de recueil d'informations. On ne le fait jamais de manière malveillante. On le fait toujours de manière, si j'ose dire, bienveillante. Votre interlocuteur pourrait être vexé de la duplicité et de l'insincérité de votre démarche. Ouais. Mais vous, comment vous le vivez dans ces moments-là ? Mais mon interlocuteur, souvent, est victime consentante parce qu'il se doute d'eux. Non, ce qui est plus ennuyeux, c'est quand on doit abandonner les sources et les correspondants auprès desquels on a travaillé, parce que la raison d'État commande que la France se désengage de tel théâtre d'opération et n'apporte plus son soutien à tel mouvement de guérilla. Et c'est compliqué de les abandonner du jour au lendemain, parce que le pays a décidé de privilégier les relations d'État à État. Il y a souvent cette idée dans le renseignement qu'on n'abandonne jamais ceux qui ont rendu des services. C'est le cas. C'est le cas ou pas ? Oui, c'est le cas. Ouais, c'est le cas. La France n'abandonne jamais ses sources ? Jamais ses agents. Alors, ses sources, en tout cas, n'abandonne jamais ses agents. Et essaye de préserver ses sources et effectivement de les... Moi, je pense notamment pas nécessairement les sources, mais ça peut être aussi les fixeurs, les proxys, les gens avec lesquels on bosse. Je pense notamment à l'Afghanistan. On a rapatrié énormément de monde d'Afghanistan, pas nécessairement les gens du renseignement, mais les gens de la diplomatie, des forces armées, qui avaient donc des collaborateurs afghans et qui les ont récupérés, oui. Ça a été le travail remarquable d'ailleurs de l'ambassadeur Martinon qui a réussi à extraire énormément de familles afghanes qui collaboraient avec la France. Concernant ce côté humain de vos missions, vous évoquez différentes personnalités, par exemple Delta, un diamantaire belge, et il y a un mot que vous utilisez à son propos, vous le décrivez comme un ami. Mais est-ce qu'on peut vraiment avoir des amis quand on est agent secret ? Oui. Oui, vraiment. Vraiment, sinon ça ne fonctionne pas. Alors il faut bien mettre une ligne jaune entre les intérêts du pays et pour être un compagnon de route, éventuellement un ami, mais ne jamais trahir les intérêts du pays pour lequel on travaille. Mais oui, c'est devenu un ami. C'est devenu un ami parce qu'on a traversé des moments pas faciles, parce qu'on a travaillé sur des dossiers passionnants. Bon, après des amis comme Delta ou Nathan, comme je l'appelle dans le livre, on n'en a pas beaucoup. Mais on vit quand même des choses assez particulières, donc qui peuvent rapprocher des individus. Est-ce que ça signifie que vous ne seriez pas prêt à tout faire si ça peut mettre en difficulté votre ami, ou à aucun moment cette amitié n'a d'implication sur votre engagement au service de votre pays ? J'ai jamais été confronté à ce type de dilemme. En revanche, il peut arriver qu'un agent dissimule une information qui puisse mettre en danger sa source ou son correspondant. Ça vous est arrivé ? Moi, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que ça peut arriver. Je pense que sciemment, un agent cache un élément à sa hiérarchie pour éviter de mettre en porte-à-faux ou en danger la source avec laquelle il travaille. Ça, c'est possible. C'est quelque chose qui arrive, je pense. Mais c'est classique, et ça doit se faire à bon escient, je pense. Si ça se fait à bon escient et permettant de poursuivre la mission sur un temps long, c'est plutôt honorable. Il y a quelque chose qui se passe au chapitre 19 de votre livre. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Non, c'est la première fois que vous parlez de votre vie à Paris, alors que vous êtes agent, de vos retours à Paris. Comment on ressent ces moments-là, loin des missions ou des projections, comme vous les désignez ? Alors, c'est à la fois un soulagement parce que c'est du repos, mais c'est compliqué parce qu'on a l'esprit ailleurs. On a l'esprit ailleurs parce qu'on a l'esprit vers l'adrénaline,
Et puis il faut retrouver une vie normale, aller au cinéma, au restaurant avec son épouse, retrouver les copains, mentir un peu à tout le monde, être dans la dissimulation. Mais bon, je pense que le cerveau travaille vite et se conforme vite à ce genre de choses. C'est amusant parce que le cerveau, c'est un instrument formidable qui est capable de s'auto-adapter et qui est capable de fonctionner. Je veux dire, les gens qui ont des doubles vies amoureuses et qui ne se font jamais choper, ils savent justement faire fonctionner leur cerveau de manière suffisamment intelligente pour justement très bien compartimenter. C'est un peu la même chose. Voilà, la dissociation. C'est exactement la même chose. J'entendais il y a quelques années un agent de la DGSE évoquer son rôle et comment il en parlait à ses amis. Lui, il travaillait boulevard Mortier, il expliquait sa légende en quelque sorte, c'était de dire qu'il travaillait au bureau des équipements du ministère des Armées. Est-ce que vous, de la même façon, vous aviez construit une légende quand vous rentriez en France à Paris ? J'étais consultant international ou bien lobbyiste. J'avais une petite entreprise. Ça passait bien, ça, comme légende ? Oui, ça passait bien, ouais. Bon, après, je sais que maintenant les choses ont changé. À l'époque, c'était très... on nous interdisait de dire quoi que ce soit à nos proches. Maintenant, je crois que avec les retours d'expérience, dans le cadre d'une extrême confidentialité des proches, des conjoints, des conjointes, je crois que les agents peuvent évoquer leur rôle à la DGSE, mais nécessitant un travail de vérification de la sécurité, certainement. Voilà, mais ça demande un degré de confiance élevé avec son conjoint. Et d'ailleurs, vous concernant, ça s'est passé comment ? Vous avez révélé à un moment ou pas ? Non, j'ai révélé de manière... J'avais un appel à passer en milieu de nuit ou très tard le soir, et puis j'ai dû le faire de manière un peu, pas elliptique, mais de manière codée en employant l'alphabet militaire. Je ne m'étais pas aperçu que mon épouse s'était réveillée, était derrière moi, donc... Elle m'a dit, c'est un peu curieux quand même tes activités. Tes occupations sont un peu particulières. Voilà, après, je lui ai dit, mais en plus, j'avais été un peu vieille école, donc je savais qu'elle dirait rien. Mais c'est un peu une frustration. Il faut avoir un confident de toute manière, parce qu'il faut être capable. Alors, de confidence, ça peut être aussi tout simplement l'officier traitant. Si on a de très bonnes relations avec son officier traitant, évidemment, c'est le confident rêvé. Et on voit dans votre livre que les espions peuvent avoir un rôle géopolitique décisif. Est-ce qu'on s'en rend compte, ça, quand on est sur le terrain, de l'implication de ce qu'on fait dans la grande histoire ? Non, ce que l'on sait, c'est que c'est la somme du travail de tous, la somme collective du travail, à la fois des gens qui recueillent le renseignement sur le terrain, le travail des analystes et des interprétateurs qui recoupent les informations à la centrale, donc boulevard Mortier, qui permet justement d'apporter aux décideurs politiques, parce que c'est ça le but, c'est que le décideur politique ait un coup d'avance. Bien sûr. Et c'est une aide à la décision, le renseignement, une aide à la décision politique. Et c'est aussi un instrument de pression et d'action aussi du politique. Je pense notamment à toutes les opérations d'entrave, etc., qui peuvent être engagées à l'encontre des ennemis de la France. Donc oui, on se rend compte moi, par 2 fois, je me suis rendu compte que j'avais joué un rôle intéressant pour mon pays. Parce que ce qui peut générer de la frustration, parfois ils le racontent chez les espions, c'est de ne pas savoir à quoi ont servi leurs informations. C'est le fameux besoin, droit d'en connaître, le compartimentage. Et certains disent, mais en fait, moi je ne sais pas du tout si ce que j'ai fait a servi, et même si un jour le président de la République a été au courant des informations que j'ai apportées. Vous, qu'est-ce qui s'est passé vous concernant ? Alors moi, j'ai eu cette chance. J'ai eu une parenthèse de cabinet ministériel. J'étais au secrétariat d'État au commerce extérieur et j'étais réceptionnaire de notes confidentielles défense. Et il se trouve que j'ai eu la chance, sous la bénédiction, de retrouver une note que j'avais écrite 3 semaines auparavant dans une diffusion du service aux autorités. Donc c'était une information qui concernait donc le commerce extérieur français.
d'une certaine manière, donc sur la zone sur laquelle je travaillais, sur l'Afrique du Sud. Donc j'ai dit, ah ben ouais, mais c'est... Et j'ai trouvé ça très gratifiant de retrouver... alors c'était pas très... ça avait été expurgé de beaucoup de choses, mais néanmoins, j'ai trouvé ça très gratifiant. Il y a autre chose de particulier vous concernant, puisque vous n'avez jamais été dans une emprise de la DGSE quand vous étiez en service, ça faisait partie de votre mission. Comment ça se passe à la fin ? Vous devenez un ancien de la DGSE, mais Boulevard Mortier, ils vous ont jamais vu, alors vous avez jamais eu envie de vous présenter, est-ce que vous le faites ? Vous dites, c'était moi en fait qui était en Afrique australe. Ils savent très bien, d'abord parce que j'ai fait mon coming out en 2017, ils savent très bien qui je suis. Non, j'ai pas de frustration particulière par rapport à tout ça, je vis très bien tout ça. Mais est-ce que vous êtes intégré à la communauté des anciens ? Voilà, c'est un peu ça le sens de la question. Je peux pas trop raconter l'après, mais d'une certaine manière, oui, parce que je garde des rapports étroits, constants, de grande confiance avec les anciens. Après, il y a des gens qui disparaissent, c'est normal, hein, qu'on revoit plus, c'est un peu la frustration. Mais ouais, non. Moi, j'ai gardé de bons rapports avec ce service qui m'a offert la chance de voyager jeune et d'aller dans des endroits où jamais je n'aurais pensé un jour aller, et de rencontrer des personnalités, surtout, que j'aurais jamais imaginé rencontrer et suivre pendant des années. Une dernière question qu'on se pose aujourd'hui à l'Express, avec les évolutions technologiques, le travail des espions est-il pour vous plus dur ou plus facile aujourd'hui ? Plus passionnant d'abord parce qu'on bénéficie d'outils et d'instruments beaucoup plus précis pour la captation du renseignement électronique, spatial, etc. Mais d'une autre manière, il faut être un peu plus malin pour passer à travers les mailles. Et puis, on va revenir à des techniques de communication assez rustiques. Je dirais notamment se voir simplement face à face dans un endroit sécurisé ou dans un endroit très neutre pour se parler. Donc les agents d'enseignement vont retrouver la bonne vieille technique du banc dans un parc, à condition que ce parc ne soit pas surveillé par des caméras, ce qui devient de plus en plus rare. Et on va retrouver les bonnes vieilles méthodes d'antan avec ce qu'on appelle les boîtes aux lettres mortes, où on va mettre sur un papier ou sur une clé USB des renseignements qui vont être récupérés par un agent derrière afin de transmission. Donc finalement, on va retrouver des règles du jeu anciennes qui fonctionnaient bien, parce que la surveillance globale est telle qu'aucune messagerie cryptée n'est sécurisée. Donc voilà, il faut trouver de bonnes vieilles recettes. Il faut s'en remettre aux bonnes vieilles recettes. Et c'est très bien, c'est ce qui fait aussi le charme du métier. Donc tout change, mais rien ne change vraiment. C'est un peu ça. Ouais. Finalement, la technologie tue la technologie en matière de renseignement. Merci Vincent Crouzet de nous avoir raconté votre parcours pour Nid d'Espion. C'était passionnant. Merci Étienne. Je rappelle le titre de votre livre qui va sortir ces prochains jours. C'est Le jour où je suis devenu espion, aux éditions de l'Observatoire. Et ça sort le 5 février, exactement. Merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nid d'Espion, le podcast de l'Express consacré au renseignement. Cet entretien a été réalisé par Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction, spécialiste des questions d'espionnage. Mélanie Pierre était au montage et Jules Cros à la réalisation. Ce podcast est à retrouver chaque mercredi sur toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcast ou Castbox, mais aussi sur la chaîne YouTube de l'Express et sur notre site internet. Pour ne rien rater, pensez, chers auditeurs, à suivre l'Express Podcast. À bientôt.